Bonjour à toutes et à tous à la première édition du PODS, le podcast de notre comité Polyfinance de Polytechnique Montréal. Je suis Albert Obed et je serai votre host pour l'année. Chaque podcast se portera sur un thème précis du monde de la finance. Sur ce, je voudrais accueillir mes deux premiers invités, Uriel Manso-Pérez et Christophe Thibodeau, deux étudiants au bac en génie industriel à Polytechnique. Oui, ben bonjour, ça fait plaisir là, de participer à cette première édition-là du podcast. Comme Albert l'a dit, moi c'est Uriel, je suis finissant en génie industriel. Côté genre finance, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça en 2017. C'est là que j'ai commencé à être actif sur les marchés, justement là, avec la crypto-monnaie. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis depuis ce temps-là, là, ça fait vraiment partie comme... ça fait partie intégrante de ma vie. Là. Je m'intéresse beaucoup à ça, là, puis ça occupe du temps là, chaque jour. Toi, Christophe? Oui, bonjour, moi c'est Christophe Thibodeau. Je suis en troisième année de génie industriel et contrairement à Uriel, moi ça fait depuis la reprise du crash de la COVID en juin 2020 que je m'intéresse à la finance. J'ai quand même été chanceux dans mon timing d'entrer sur le marché, mais je suis conscient que ce genre de gain, c'est vraiment pas soutenable à long terme. Puis il faut quand même rester réaliste que la bourse, c'est pas toujours facile, comme ça a été le cas la dernière année. Puis en ce moment, j'occupe le poste de conseiller dans le pôle investissement de Polyfinance. Ok, donc notre sujet du jour se porte, comme l'a dit Uriel, sur la crypto-monnaie. Et je pense que tout le monde qui nous écoute en a entendu parler au moins dans les 2 années qui viennent de s'écouler. Avant cela, je voudrais faire la remarque que ce podcast ne doit en aucun cas être pris comme conseil d'investissement ou servir de base décisionnelle pour votre investissement. Christophe, peux-tu m'expliquer les dernières nouvelles sur l'actualité de crypto? Oui, en fait, on va commencer en dire qu'aujourd'hui, on est le 30 septembre 2021 et le prix du Bitcoin est de 43 000 US. Donc, pour ce qui est de l'actualité, plusieurs choses se passent dernièrement. Par exemple, le Salvador qui accepte le Bitcoin comme monnaie nationale. Donc, n'importe qui peut aller au dépanneur du coin et acheter de la pizza, n'importe quoi vraiment avec du Bitcoin. Ensuite, le PayPal au Royaume-Uni autorise ses utilisateurs à acheter et vendre des crypto-monnaies. Ensuite, en février 2021, Tesla qui achète pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. La Chine qui banne les cryptos et qui déclare que toutes les transactions de crypto-monnaies sont illégales. Et finalement, la plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance est bannie de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et même de nos voisins en Ontario. Wow, c'est clair que la crypto-monnaie, avec tout ce que tu viens de dire, c'est en montée là, en popularité. Mais je pense que devant ça, c'est important de se demander comme fondamentalement pourquoi est-ce que cette montée-là en popularité est là. Je pense qu'on pourrait commencer, ça serait bien de commencer là, comme par définir qu'est-ce que la crypto un peu, puis parler un peu de son historique. On pourrait commencer un petit peu justement avec la définition. Une crypto-monnaie, c'est une forme d'actif numérique qui est basé comme un peu sur un réseau distribué sur un grand nombre d'ordinateurs. Puis c'est justement cette structure décentralisée-là qui leur permet d'exister en dehors du contrôle des gouvernements ou des autorités centrales, là, comme les banques centrales. Puis si on peut parler un peu de l'étymologie du mot, là, crypto-monnaie, c'est dérivé des techniques de cryptage qui sont utilisées pour justement sécuriser ce type de réseau-là. Puis bien sûr, je pense que tout le monde le sait que la technologie sous les crypto-monnaies, c'est la blockchain. C'est un peu, on peut le voir comme un type de database. C'est une façon de structurer et stocker l'information qui permet d'assurer l'intégrité là, des données transactionnelles, qui est comme une composante là, essentielle pour les crypto-monnaies. Aujourd'hui, les nombreux experts pensent que cette technologie-là, le blockchain, pourrait vraiment venir perturber de nombreuses industries, comme par exemple la finance et le droit. Mais aussi, les crypto-monnaies sont critiquées pour un certain nombre de raisons, notamment leur utilisation pour des activités légales, leur volatilité. Une monnaie qui est volatile, ça ne fait pas vraiment de sens. Puis aussi là, la vulnérabilité aux attaques informatiques là, de ce genre d'infrastructure-là. Donc, je vais laisser parler Christophe de un peu l'historique des crypto-monnaies. Oui, en fait, ça date de 2007 au Japon. Un certain Satoshi Nakamoto, c'est un pseudonyme. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc, c'est en 2007 qu'il a commencé à travailler là-dessus. C'est lui le premier concepteur d'une base de données construite avec la technologie blockchain, que Uriel vient juste de parler. En octobre 2008, ça a été son premier annoncement public du Bitcoin. Un an plus tard, le logiciel a été déployé. Finalement, en décembre 2010, ça a été le dernier post et la dernière apparition de Satoshi. Il posséderait 1 million de Bitcoins.
qui seraient perdus à tout jamais parce que Satoshi est considéré comme décédé parce que ces bitcoins n'ont pas encore été échangés depuis 2010. On s'entend que c'est émotionnellement impossible de ne pas vendre un actif aussi volatile et qui a pris autant de valeur en si peu de temps. C'est donc pour ça qu'il est considéré comme décédé. Justement, sa fortune aujourd'hui s'évaluerait à 43 milliards de dollars. Ce bitcoin vaut 43 000 dollars US. Wow! Ben, avec cette fortune-là, puis une augmentation de 30 000 % depuis 6 ans, le Bitcoin, c'est clairement l'actif qui a mieux performé dans la dernière décennie. Oui, justement, avec ces chiffres-là, ben, ça peut vraiment attirer plusieurs investisseurs, mais surtout plusieurs spéculateurs qui espèrent devenir riches avec les cryptos. Je dis des spéculateurs parce que le Bitcoin a subi des pertes de 30 à 80 % plusieurs fois depuis sa création. On s'entend qu'un investisseur ne serait jamais prêt à perdre ce genre de montant. Donc, c'est pour ça qu'on parle de spéculateurs. Ensuite, il faut faire attention parce qu'il y a de grandes différences entre les grosses cryptos avec une bonne historique comme le Bitcoin et l'Ethereum, et avec les altcoins comme SafeMoon. Ces altcoins-là sont encore plus volatiles et le risque de perdre beaucoup est encore plus grand. C'est pourquoi il faut absolument gérer ses émotions et avoir un plan avant d'acheter des cryptos. Donc, avoir un target price et un stop loss parce que les émotions peuvent prendre le contrôle rapidement avec un actif aussi volatile. Ouais, c'est bien dit ça. Fait que c'est vraiment important de comme revenir à la base. Est-ce que les crypto-monnaies sont vraiment un investissement ou c'est plutôt une monnaie non régulée? En se posant cette question-là, je pense que ça va être important de justement définir c'est quoi les buts et objectifs là, vraiment de la crypto-monnaie. Premièrement, là, un objectif qui était visé là, avec la création de ce concept-là, c'est l'utiliser en tant que monnaie décentralisée, justement. Ce qu'on appelle le peer-to-peer. Le peer-to-peer, ça fait référence, en fait, à l'échange direct d'un actif, tel qu'une monnaie numérique ou encore n'importe quoi, entre deux parties, sans middleman, sans vraiment un intermédiaire entre les deux. Puis, l'avantage de ce genre de façon-là d'échanger, c'est que ça offre beaucoup plus de confidentialité pour des transactions en ligne. Cependant, c'est pas tous les échanges de crypto-monnaies qui sont vraiment peer-to-peer. Beaucoup d'entre eux sont des échanges centralisés, soumis à la réglementation des pays dans lesquels vivent les participants. Cela signifie que souvent, les gouvernements vont venir collecter des informations sur les identités et les transactions des utilisateurs de ces plateformes-là. Ce qui entraîne comme une érosion finalement de la vie privée, ce que le Bitcoin visait initialement. Je peux donner deux exemples de plateformes centralisées. C'est Coinbase et Binance, que tout le monde connaît bien. Donc, si vous pensez vraiment qu'en échangeant des cryptos sur Coinbase et Binance, c'est purement confidentiel, vous vous trompez. C'est pas le cas parce que c'est des plateformes centralisées. La deuxième vraiment utilité, objectif que beaucoup de gens voient dans la crypto-monnaie en ce moment, c'est comme une valeur refuge à l'inflation. On s'est rendu compte là, au fil des dernières années que le Bitcoin n'était vraiment pas corrélé avec beaucoup d'autres actifs, comme par exemple les stocks américains, les small cap américaines, le real estate, le marché obligataire. La corrélation avec le Bitcoin et ces marchés-là est très petite. Puis, on sait qu'une faible corrélation, c'est vraiment le premier signe encourageant dans l'évaluation d'un investissement alternatif pour un portefeuille, dans le but de le diversifier. Donc, ça, c'est comme une utilité, un objectif de la crypto-monnaie là, que beaucoup voient là, en ce moment. Ouais, c'est très intéressant. Donc le Bitcoin est vu par certains comme de l'or digital, c'est ça. Donc sinon, quelles sont les différences entre l'or et le Bitcoin en termes de valeur refuge? Parce que j'ai entendu dire que les cryptos consomment beaucoup en énergie et ce n'est pas viable pour l'environnement. Ouais, en fait, comme Muriel le dit, le Bitcoin, c'est relativement considéré comme une valeur refuge à l'inflation, au même titre que l'or. Mais lequel est le mieux? En fait, il y a plusieurs critères pour évaluer les actifs. Mais là, je me demandais de comparer leur niveau de responsabilité environnementale. Donc, on va utiliser un certain critère à la mode ces temps-ci. C'est le critère ESG. En fait, ce critère-là permet de mesurer les entreprises responsables. Et justement, c'est notre thématique cette année, qui est la finance responsable. Donc, la particularité du critère ESG n'est pas uniquement axé sur le climat, mais sur certaines pratiques dans les compagnies. Donc, ESG, E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance. Si on commence avec le E, environnement, en fait, oui, le Bitcoin est beaucoup plus écolo que l'or. Pourquoi? Parce que comme l'or, c'est l'extraction de l'actif qui demande le plus d'énergie.
En fait, 90% de la globalité de l'énergie liée à un Bitcoin, c'est lors de son extraction, donc 10% c'est lors de la transaction. C'est un peu comme l'or. C'est beaucoup plus demandant quand on extrait le minerai et quand on le raffine que d'aller livrer l'or aux banques, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que la vraie puissance du Bitcoin, contrairement à l'or, c'est que les cryptos peuvent être autant verts que la source d'énergie qui leur permet de faire leurs calculs. Par exemple, si le Bitcoin est miné grâce à l'hydroélectricité ou à de l'énergie solaire, alors celui-ci est dit écologiquement responsable versus l'or qui ne sera pratiquement jamais aussi vert. Ensuite, le S pour social du ESG. En fait, le Bitcoin est plus axé sur la diversité, l'équité, mais aussi l'accès aux paiements technologiques. Par exemple, lorsqu'on veut envoyer de l'argent fiat à notre famille ou à nos amis, les frais peuvent monter assez rapidement, mais en faisant des échanges en crypto-monnaie, ces frais sont assez minimes. Ensuite, comme nous l'avons dit, le S du ESG est aussi associé à sauver les communautés de l'inflation. Finalement, le G pour gouvernance, en fait, c'est la transparence du système, et c'est ça la grosse différence avec les institutions financières. La blockchain est transparente, publique et sans intermédiaire. Ok, aussi tu as parlé du Bitcoin, mais il y a plusieurs autres cryptos comme l'Ethereum, le Dogecoin. Est-ce qu'elles sont tous à la même capacité de devenir éco-responsables aussi? Oui, ben, pour répondre à cette question-là, il faut premièrement comprendre comment est-ce que les crypto-monnaies sont émises, comment est-ce qu'elles sont distribuées aux utilisateurs. On va parler dans le fond des deux protocoles en ce moment qui existent. C'est premièrement le protocole du Bitcoin, puis celui de l'Ethereum. Celui du Bitcoin, c'est le protocole qu'on appelle Proof of Work, preuve de travail. Le preuve de travail, c'est un mécanisme qui est aussi décentralisé, qui demande aux utilisateurs de prouver une preuve de puissance de calcul afin de résoudre, si vous voulez, un espèce de puzzle. Et une fois que vous avez trouvé le code à ce puzzle-là, c'est à ce moment-là que vous avez, si vous voulez, miné le bloc et une récompense en Bitcoin va être émise au mineur qui a trouvé la bonne combinaison. Cependant, pour trouver la combinaison là, de ces puzzles-là, ça demande beaucoup d'électricité. C'est des cartes graphiques qui génèrent des solutions à chaque seconde de façon ultra rapide, et donc ça demande beaucoup de puissance computationnelle. Le deuxième protocole, c'est celui de l'Ethereum, qu'on appelle le Proof of Stake. En français, on pourrait dire un peu la preuve que tu détiens une certaine quantité d'Ethereum, si vous voulez. Dans le fond, au lieu d'avoir une carte graphique qui va fournir la puissance computationnelle, la puissance computationnelle va être donnée aux mineurs en fonction de la quantité d'Ethereum que vous avez. Donc, plus que vous avez d'Ethereum, plus que vous prouvez que vous avez d'Ethereum, plus que vous aurez de puissance computationnelle qui va vous être distribuée, et ainsi vous allez pouvoir trouver les codes à ces puzzles-là plus rapidement. Il y en a beaucoup qui disent que Proof of Stake, c'est vraiment vers là qu'on s'envole le plus, parce que ça demande moins d'énergie, puis ça serait plus sécuritaire au niveau informatique. Intéressant. Christophe, tu avais mentionné que c'est un système transparent et vérifiable. Pourtant, les cryptos, à leur début, étaient principalement utilisés pour des transactions illégales. Pourrais-tu nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. En fait, le Bitcoin a été utilisé historiquement en 2011-2013 dans un dark marketplace sur le dark web. Et le site s'appelait la Silk Road. Et c'était la première apparition du Bitcoin sur le marché. C'est dommage parce que c'est là que le public a commencé à entendre parler du Bitcoin en premier. C'est quand il était relié aux activités criminelles. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, la majorité de la population a des jugements négatifs envers les cryptos. Mais aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi? Parce que les cryptos ont une propriété spéciale. Chaque transaction est publique et transparente. Ça veut dire que les activités de Bitcoin sont mesurables et retraçables. Par exemple, en 2020, 98% de toutes les activités de Bitcoin étaient des transactions à des fins d'investissement. Donc, 2% étaient reliés aux activités criminelles. Et parmi ce 2%-là, la moitié sont des scams et le reste, c'est en majorité encore des transactions sur le dark web. Mais c'est assez encourageant pour les scams parce que c'est quand même facile de contrer ce genre d'événement. Il faut seulement éduquer la population parce que, honnêtement, ça n'existe pas, le get rich quick. Souvent, c'est fait par des influenceurs malhonnêtes.
Ce qu'ils font habituellement, c'est qu'ils sortent une nouvelle crypto, ils vont la promouvoir sur TikTok ou Instagram, par exemple. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde achète la crypto et ensuite, ces influenceurs-là malhonnêtes, ils vont juste tout vendre et ça va faire dropper le prix de l'actif. Puis ça va occasionner des lourdes pertes pour les spéculateurs. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tantôt, c'est vraiment important d'avoir un plan avant d'acheter. Ensuite, étant donné que les transactions sont transparentes, c'est quand même facile d'aller voir la blockchain pour cibler les différentes adresses des transactions pour justement contrer les activités criminelles. Il y a une compagnie qui s'appelle Chainalysis. Elle a réussi à shutdown le plus grand site de pornographie juvénile en octobre 2019, a arrêté 2 campagnes de financement de terroristes en août 2020. Puis, ils ont aussi également saisi plus de 1 milliard en crypto-assets sur le dark web en novembre 2020. Donc, on comprend que le Bitcoin, c'est pas seulement une monnaie pour les criminels et pour le blanchiment d'argent, comme nous avons tous déjà entendu. C'est rendu principalement un actif pour investir ou pour spéculer. Donc, si je comprends bien, c'est une bonne nouvelle pour les cryptos, cette transparence des transactions. Mais finalement, quel est l'objectif des détenteurs de crypto? Est-ce que c'est davantage un investissement ou monnaie d'échange? Actuellement, on voit 2 utilités majeures à la crypto-monnaie. Ces 2 utilités-là sont premièrement à fin d'investissement, puis une grosse montée en popularité, là, deuxièmement, c'est la finance décentralisée. Christophe, pourrais-tu nous parler de la première utilité? Oui, en fait, pour le moment, c'est comme je l'ai dit tantôt, le Bitcoin est utilisé comme fin d'investissement beaucoup plus qu'une monnaie d'échange. Parce que comme tu l'as dit, la crypto c'est trop instable et trop volatile pour le moment. Comment peut-il être identifié comme un investissement? Ce n'est pas tangible, alors comment ça se fait? En fait, étant donné que le Bitcoin a une offre limitée à 21 millions, en fait, il y aura seulement toujours 21 millions de Bitcoin. Donc, il a un fort potentiel pour prendre de la valeur parce que l'offre est limitée. Puis en plus de ça, la récompense en Bitcoin pour miner un bloc se fait couper de moitié à chaque 4 ans. La dernière fois, c'était le 11 mai 2020. Donc, c'est de plus en plus difficile d'obtenir des bitcoins pour la même quantité d'énergie dépensée pour miner un bloc. Justement, j'ai une petite anecdote pour les curieux. Vous remarquerez que si vous mettez la chart du bitcoin en logarithmique et que vous regardez les 3 coupures de moitié depuis 2012, vous remarquerez que le prix a toujours augmenté après ces coupures. Mais là, la question qu'on se pose, c'est comment évaluer son prix? En fait, pour prendre de la valeur, la demande doit continuellement augmenter parce que l'offre augmente tranquillement jusqu'à 21 millions de tokens. Mais là, c'est juste de l'offre et la demande, donc c'est vraiment difficile d'évaluer le prix. Et surtout sans Elon Musk qui tweet aux 2 semaines des fusées et des Shiba Inu. Ouais. On a vu dernièrement l'activité d'Elon Musk sur Twitter, c'est assez drôle. Là. On pourrait vraiment faire une corrélation entre les tweets qui parlent de Dogecoin ou de Bitcoin, puis ensuite le mouvement là, que ces crypto-monnaies-là suivent. Là, c'est quand même impressionnant à voir. Puis surtout, c'est instantané. C'est ça qui est encore le plus fascinant. On va parler de la deuxième utilité. Ça s'appelle le DeFi, la finance décentralisée. Dans le fond, il faut comprendre que c'est une nouvelle façon de fournir du financement à des particuliers à l'aide des crypto-monnaies. C'est vraiment un mécanisme pour obtenir des prêts. C'est comme si vous allez à la banque puis vous demandez un prêt. Le concept est quand même simple. En fait, quand tu vas sur ces plateformes-là, tu vas hypothéquer des actifs de crypto-monnaie. Donc, c'est comme quand tu veux faire un prêt à la banque, disons, souvent la banque va prendre en garantie ta maison. Tu vas hypothéquer ta maison, puis en retour, elles vont te faire un prêt. Donc, c'est le même principe, mais là, on remplace la maison par tes crypto-monnaies. Donc, imaginons un scénario. Toi, tu possèdes un Bitcoin. Disons que sa valeur est de 40 000 $ pour simplifier l'exemple. Tu choisis d'hypothéquer 0,5 Bitcoin, donc une valeur marchande de 20 000 $. En retour, la plateforme avec laquelle tu fais affaire va te faire un prêt en ce qu'on appelle stablecoin. Un stablecoin, c'est juste une crypto-monnaie qui ne présente aucune ou presque volatilité. Souvent, un stablecoin, c'est égal à 1 $ US. Puis, la quantité qu'on va te prêter par rapport à ce 20 000 $-là, ça va varier, premièrement, la quantité que tu hypothèques. Donc là, on a mis 20 000 $. Donc, c'est sûr que ça va être un petit peu moins que 20 000. Puis, deuxièmement, le critère, c'est la crypto-monnaie que tu hypothèques, quelle est sa volatilité? Parce que c'est sûr qu'on ne donnera pas autant si tu hypothèques un Bitcoin ou bien un altcoin ultra volatile qui a une petite capitalisation de marché. Donc,
il faut vraiment comprendre que c'est pas parce que tu hypothèques 20 000 qu'on va te passer après 20 000. Souvent, ça va être comme peut-être la moitié ou quelque chose comme ça. Puis, ben, tout ça, c'est sûr que les plateformes, eux, pour se protéger, ils ont créé un concept qui s'appelle le point de liquidation. Quand tu prêtes le 20 000 ben, le 0,5 Bitcoin, tu t'engages à accepter justement ce qu'on appelle le point de liquidation. Le point de liquidation, c'est si jamais, disons, le Bitcoin descend à un prix X, la plateforme se réserve le droit de vendre, de liquider le Bitcoin sans t'avertir. Donc, moi, les dangers que je vois avec ça, c'est que si jamais on met trop d'argent sur ces plateformes-là, en finance décentralisée, le danger, c'est que si jamais il y a un gros crash, un gros événement, c'est que ça pourrait faire une grosse réaction domino. Ça pourrait être très dangereux, parce que là, les plateformes vont se mettre à liquider en fou les crypto-monnaies qui sont hypothéquées. Mais l'affaire, c'est que toi, tu dois toujours redonner l'argent ensuite. Là. Imaginons que tu as fait une hypothèque de 20 000 puis on t'a passé 10 000 en échange. Ben là, on a vendu ton Bitcoin pour te protéger, puis là, c'est rendu 15 000. Ben, toi, initialement, tu avais mis 20 000. Fait que ça peut t'occasionner des grosses pertes, toi, en tant qu'emprunteur. Et à la lumière de ce que vous venez de dire, qui serait assez fou pour investir dans ces crypto-monnaies? Donc, en gros, quel est le profil de ces gens-là ou de ces institutions? En fait, toutes les transactions sont enregistrées dans la blockchain depuis le début de l'exception du Bitcoin. Donc, c'est possible de savoir la distribution des détenteurs des cryptos, parce que la blockchain est transparente. Donc, on peut connaître les adresses des détenteurs des cryptos, donc connaître la distribution. C'est plus des investisseurs de retail ou institutionnels. Mais attention, c'est des adresses. Et les adresses ne donnent pas explicitement le nombre de personnes qui possèdent la crypto. Parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes à une adresse et il peut y avoir plusieurs adresses pour une personne. Donc, si on va au premier point, plusieurs personnes à une adresse, par exemple, des institutions ou des exchanges comme Binance, qui peut contenir des bitcoins pour des dizaines de milliers d'investisseurs. Et ensuite, le second point, c'était qu'il peut y avoir plusieurs adresses pour une personne. Donc, pourquoi que le monde ferait ça? En fait, c'est pour répartir le risque. Par exemple, moi, j'ai 10 bitcoins, ben, je pourrais répartir mes bitcoins en plusieurs wallets pour justement répartir mon risque. Si, par exemple, une des exchanges se fait shutdown ou régulée par le gouvernement. Là, si je vous donne des chiffres, en ce moment, le top 10% des adresses contrôle 99% des bitcoins. Mais attention, encore une fois, c'est des adresses, pas des individus. Ensuite, 5 des 10 plus grosses adresses de bitcoin sont les exchanges, par exemple Binance. Aussi, il y a environ 12% de l'offre totale du bitcoin qui n'est pas active depuis 2012. Les raisons sont perte de clés, ou comme j'ai dit tantôt, la mort du propriétaire, par exemple Satoshi qui posséderait 1 million de bitcoins. Ensuite, 15% des adresses de bitcoin ont moins de 0,001 token dans leur compte. Ça, c'est considéré comme des petites adresses. Bref, tout cela pour vous dire que la distribution est quand même difficile à évaluer, même si la blockchain est transparente. Oh, ok, c'est vraiment intéressant tout ça. Et juste avant de clore ce podcast, j'aimerais vous poser une petite question. Comment est-ce que vous voyez le futur pour les crypto-monnaies? C'est quand même assez dur à évaluer, mais moi je pense qu'il y a vraiment trop de coins différents. Donc je pense qu'il va falloir centraliser et diminuer le nombre de coins. C'est toujours mieux d'avoir de la qualité plutôt que de la quantité. Mais je pense que vraiment le plus important, ça va dépendre des lois gouvernementales parce que tôt ou tard, les autorités veulent contrôler les marchés financiers. Ouais. Toi, Ariel? De mon côté, moi, je suis un peu du même avis que Christophe. Là. Je pense qu'il y a c'est juste rendu trop facile de se faire sa propre crypto-monnaie. Genre, tu vas écouter un tutoriel sur YouTube de 15 minutes, puis tu peux t'en faire une à partir de squelettes, de code. Fait que c'est vraiment facile de juste comme t'en faire une qui n'a pas vraiment aucune valeur, qui n'a pas vraiment aucune utilité. Je pense que l'Ethereum, c'en est une qui est quand même intéressante parce que elle a une certaine utilité. Ça te permet de programmer des applications décentralisées sur la blockchain d'Ethereum. Ça, je pense que c'est bien. Mais je pense que, honnêtement, je pense que big money always win, dans le sens que les banques centrales, les autorités centrales vont toujours un peu faire ce qu'il faut pour qu'elles gardent un peu le contrôle. Surtout, là, on le voit déjà, tu sais, les gains sur les crypto-monnaies sont déjà imposables. Donc, je pense pas qu'on va s'en sortir vraiment. On va pouvoir se détacher complètement du système avec les crypto-monnaies.
Bon, je voudrais vous remercier, Christophe et Uriel, d'avoir accepté de participer au premier épisode de la première édition du podcast Pods de Polyfinance. Je voudrais remercier aussi à tout le monde qui nous a écoutés. Et vous pouvez retrouver ce podcast sur YouTube, sur Spotify et possiblement sur Apple Podcast. Sinon, vous pouvez nous retrouver au prochain podcast dans un mois pour l'épisode 2. Merci à tous.